Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'histoire. Nous recevons aujourd'hui Maryse Graner. Maryse Graner, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Je rappelle que vous êtes chargée de mission pour le 600e anniversaire de l'Université de Franche-Comté. Et justement, on va parler de cela parce que je dirais que vous êtes une cheville ouvrière de ce travail énorme que vous avez mené avec des contributeurs, avec la participation de nombreux enseignants de l'université, parce que le premier tome est paru l'année dernière, le premier tome qui parle donc de 1423 à 2023 et que le deuxième tome est en préparation. Alors je suppose, Maryse Graner, que ce travail a été minutieux et de longue haleine, non? Oui, c'est un travail minutieux, de longue haleine, contraignant, mais passionnant. Hein. C'est une véritable saga que notre histoire. Il y a très peu d'universités en France qui comptent 600 ans d'histoire. Nous sommes dans les 10 premières universités fondées en France et dans les 40 premières universités européennes. Donc, toute cette fierté de porter cet héritage méritait bien qu'on restitue cette mémoire sous forme de ces beaux livres qui sont l'un paru en 2023. Donc, celui-ci, il va de 1423 à 1968 et le deuxième tome, il va de 1968 à 2023-2025 et qui va paraître fin avril 2025. Alors, quand on parle de la date de 1423, Maryse Graner, l'université a été créée à Dole, Dole étant la capitale de la Franche-Comté, avec un parlement, il y aura la rue du parlement, la rue du gouvernement. L'université de Franche-Comté est bien créée à Dole. Oui, effectivement, l'université de Franche-Comté est créée à Dole. En fait, cette université, vous allez le voir au cours de cette émission, prend différents noms. Au départ, elle s'appelle l'Université de Dole. Ensuite, elle vient à Besançon en 1691, elle devient l'Université de Besançon. Après différents mouvements, dans les années 70, elle prend le nom d'Université de Franche-Comté puisqu'elle s'étend dans son territoire et c'est sa volonté d'intégrer la Franche-Comté. Et aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2025, elle s'appelle l'Université Marie et Louis Pasteur. Louis Pasteur, né à Dole en 1824, donc c'est un petit peu un honneur que vous lui faites en quelque sorte. Oui, et c'est un honneur de porter son nom aussi. Oui. Alors on va évoquer les grandes étapes quand même, parce que c'est important d'évoquer tout ça. L'université, elle ne se crée pas comme ça. Hein. Il faut bien sûr des bienfaiteurs, il faut des mécènes, il faut des étudiants aussi, et puis des enseignants. Oui. Voilà, en fait, le début de l'université, c'est passionnant. Pour ouvrir une université au Moyen-Âge, il faut d'abord avoir l'autorisation du pape. Et en fait, Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, l'obtient le 15 octobre 1422 et peut enfin ouvrir son université le 22 juin 1423. Donc il choisit Dole, comme vous le dites, il y a déjà un parlement. Et en fait, pourquoi on ouvre une université à cette époque? Parce qu'on a besoin d'élites qui soient bien formées pour accompagner à la fois les princes, mais aussi l'Église. Tout le monde a besoin d'une élite bien formée et bien instruite pour les accompagner. Donc, en fait, ils ont les mêmes problèmes que nous à l'époque. Oui. Ils veulent ouvrir une université, il leur faut des locaux. Des moyens financiers. Il leur faut des moyens, mais à long terme aussi pérennes. Hein, et il leur faut aussi des étudiants. Et pour avoir des bons étudiants, que font les princes? Ils cherchent de très bons enseignants. Ils avaient déjà un esprit de marketing incroyable. Donc, ils vont chercher les meilleurs enseignants, les ténors, ils vont les chercher aux Pays-Bas, ils vont les chercher en Italie. Puisque, dans toute l'Europe, en quelque sorte. Tout le monde parle le latin. Bien Donc, sûr. À l'époque, ce n'est pas l'anglais, mais le latin est la langue de référence. Les cours sont en latin. Hein, voilà. Et c'est ce qui permet... en fait aux étudiants de se déplacer en Europe pour leurs études. Et c'est le parcours en fait Erasmus avant l'heure, où les étudiants font même quelquefois 2 mois, 3 mois, 1 an dans les universités. Certaines universités, par exemple, certains étudiants à Paris où les études sont très chères parce que les examens sont payants et on doit offrir aussi un banquet aux professeurs quand on soutient
voilà, pour avoir ces grades, viennent des fois passer leurs examens à Dole, parce que ça leur coûte moins cher. Voilà. Oui. Et Dole est parfaitement situé sur le chemin vers l'Italie, ce qui fait qu'ils ont des étudiants très intéressants qui passent par Dole. Voilà, c'est une très belle université qui, petit à petit, va avoir un très beau rayonnement. Qu'étudie-t-on à partir de 1423 Justement, l'intérêt, c'est d'avoir une université complète. Donc une université complète, elle doit comprendre le droit canon, le droit civil, la médecine et les arts et la théologie. La théologie, bien sûr. Mais les papes qui accordent l'autorisation d'ouvrir les universités sont très frileux pour ouvrir des facultés de théologie. Alors pourquoi? Parce qu'ils se méfient des chercheurs. Déjà à l'époque, ils se disent, est-ce qu'ils vont pas trouver voilà, des doctrines qui pourraient être dérangeantes? J'allais dire qu'ils ont peur de l'hérésie. Voilà, exactement. Donc en fait, ils accordent vraiment très difficilement l'ouverture d'une faculté de théologie. C'est pourquoi l'université qui ouvre le 22 juin 1423, elle doit attendre le 29 octobre 1437, donc quand même quelques années plus tard, pour obtenir sa faculté de théologie, donc par le pape Eugène IV, et à ce moment-là de devenir une université de plein exercice. Oui, à part entière, donc. Voilà. Donc ce sont des étudiants qui, comme vous le disiez, qui viennent d'Italie, qui viennent de... Mais aussi de la région. De la région, bien sûr, oui, il ne faut pas l'oublier. Oui. Et cette université... Du comté de Bourgogne, du duché de Bourgogne et du royaume de France. Voilà, et en fait, va former toute une élite qui va avoir des destins souvent assez extraordinaires et qui vont devenir souvent des éminences grises de princes. Enfin, vous voyez, vous avez différentes, dans ce tome 1, on a beaucoup, différentes biographies de personnages qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Oui. Alors, il y a eu les Granvelle aussi qui ont étudié ici. Nicolas Pernaut de Granvelle, son fils, le cardinal de Granvelle. Oui, je vois que vous êtes très bien renseigné. Vice-roi de Naples. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que voilà, cette université, même à Dole, elle reste assez en souffrance. C'est très difficile. Il y a différentes guerres, il y a toutes les guerres la guerre de 30 ans, la guerre de 10 ans, il y a des famines, il y a des mauvaises conditions météorologiques. Et surtout, à la fin, avant son transfert à Besançon, l'université est assez déclinante parce qu'à Dole, il y a l'ordre des Jésuites qui amène un enseignement extrêmement rénové et une pédagogie novatrice. Et en fait, souvent, les étudiants viennent juste à l'université pour passer leur grade, mais étudient chez les jésuites. Et même les enseignants se rendent compte... Donc elle perd un petit peu de son aura, de sa pertinence, j'allais dire. Voilà. Et ce qui fait qu'en 1691, quand Louis XIV décide de transférer l'université à Besançon... Après la conquête. Après la conquête, en fait, les enseignants, pour la plupart, sont pas mécontents et espèrent trouver de meilleures conditions d'enseignement à Besançon. Alors, où s'installe l'université quand elle arrive en 1691? Alors, quand ils vont s'installer... À Besançon, qui devient donc capitale de la Franche-Comté. Voilà, donc ils vont s'installer actuellement au Carme, voilà, mais... ils sont très vite déçus parce que les locaux qui les accueillent sont très vétustes, sur des couloirs en méandre, il fait très sombre, ils ont guère que 3 salles, et vraiment il y a une salle même qui est partagée en 3, où il y a les bureaux des professeurs, il y a la bibliothèque, enfin voilà, c'est vraiment un endroit qui est pas très confortable, et en fait cette université, elle a des tas de projets pour s'agrandir, mais c'est souvent, des projets qui sont lancés, mais qui malheureusement n'aboutissent pas. Pour différentes raisons, notamment parce que la ville ne veut pas non plus forcément, à ce moment-là, peut offrir d'autres locaux. Ce qui se rangera dans l'avenir. Alors, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a effectivement la fin des universités avec l'Ancien Régime. Oui, donc la Révolution 1789. Voilà, et le 12 novembre 1793, donc c'est vraiment la fermeture de l'université de Besançon. Voilà. Et total, on peut dire que alors, c'est la fermeture
qui doit être totale, mais en fait les cours continuent secrètement notamment les cours d'anatomie, les cours de... Enfin voilà, il y a certains enseignants qui continuent à faire cours. Discrètement, je dirais. Sans pas salaire. Dans la clandestinité, voilà. mais presque. Voilà, et qui sont d'ailleurs très suivis. Très suivis. Donc il faut attendre... Surveiller ces étudiants. Voilà, il faut attendre 1808-1810. C'est l'Empire. Voilà, Napoléon voilà, il va réorganiser l'université par un décret impérial et on inaugure à Besançon 2 facultés, la faculté des lettres et la faculté des sciences, qui malheureusement pour ces dernières ne va durer que jusqu'en 1815, mais elle rouvrira en 1845. Donc on va les installer, un changement de local, ils s'installent dans les locaux de l'ancienne abbaye Saint-Vincent, donc c'est le 1er mai 1810. Et malheureusement, la faculté de théologie ne poursuit pas. Donc après, son aventure continuera avec Donc plus d'enseignement de la théologie à Besançon, sauf peut-être dans le grand séminaire. Voilà, c'est ça poursuivra sous la forme du grand séminaire. Voilà, qui est là, à côté de nous. Voilà, et ça, il vous appartient de raconter la suite de cette histoire. Voilà. Oui. Et donc ensuite, la faculté des sciences réouvre en 1845 et profite donc d'une extension de réhabilitation avec l'architecte Alphonse Delacroix. Et d'ailleurs, il y a un petit musée d'histoire naturelle qui est créé, qui est actuellement une des salles de la bibliothèque universitaire de la faculté des lettres. Oui. Voilà. Et puis, l'université continue son chemin. Par exemple, en 1884, on inaugure le nouvel observatoire astronomique à la Boulois, qui est situé sur une colline pour avoir une belle vue. Et qui existe toujours aujourd'hui. Voilà, qui existe toujours. Donc, c'est l'observatoire astronomique, météorologique et chronométrique. Voilà. Et puis ensuite, en 1896, il y a la refondation de l'université par la République. Et un nouveau bâtiment se construit rue Mégevant. Le bâtiment que l'on voit encore aujourd'hui. Voilà, le bâtiment que l'on voit aujourd'hui. En face le théâtre Ledoux, oui. Voilà. Et il y a une date dont je vous disais qui me tient à cœur. C'est le 19 juin 1909, parce que c'est la première thèse qui est soutenue par une femme, qui est une étudiante en sciences, donc c'était pas facile du tout. Bien sûr. Et qui s'appelle Anna Meisel. Voilà, donc c'est la première et il faudra attendre quelques années plus tard pour en avoir d'autres soutenues en lettres. Mais en fait, la place des femmes, vous voyez, elle commence seulement à se faire très très doucement. Début du XXe siècle. Et pendant tous ces siècles, l'université était réservée aux hommes. Voilà. Nous marquons une courte pause musicale, si vous le permettez, Maryse Graner, et nous reviendrons dans quelques instants sur la suite de cette construction de l'université de Franche-Comté. Quand le passé se fait présent, les rendez-vous de l'histoire, Jean-Paul Maigret sur RCF. Avec aujourd'hui Maryse Graner, qui est chargée de mission pour le 600e anniversaire de l'Université de Franche-Comté. Une université, comme vous le rappeliez très justement, Maryse, il y a quelques instants, qui s'appelle maintenant Université Marie et Louis Pasteur, donc depuis le 1er janvier 2025. Alors, on poursuit en quelque sorte ces grandes étapes de notre université. Vous évoquez le mois de juin 1909 pour la première femme qui sort de la faculté des sciences. Est-ce qu'il y a d'autres dates importantes avant d'arriver à 1968, Maryse Graner ?
Alors oui, il y a quelques dates importantes, même beaucoup. Il y a par exemple en 1933, c'est l'inauguration de la cité universitaire Kano, construite par René Tournier. Hein, par le président de la République Albert Lebrun, d'ailleurs. Inaugurée, voilà, par le président de la République Albert Lebrun, qui en même temps inaugure l'Institut de chronométrie. Absolument. Et de micromécanique, voilà, dans la foulée, il fait les deux visites le même jour. Des très beaux bâtiments restaurés qui sont de l'art déco, qui sont magnifiques. Magnifiques, oui. Oui. Donc 1933. Alors, voilà, 1933, et petit à petit, donc, vont se créer les facultés. Hein. Mais elles commencent souvent sous forme d'école. Oui, l'école de droit, par exemple, une école de médecine. Exactement, pour enfin réussir à créer de véritables universités, facultés de plein exercice. Faculté. Par exemple, en 1967, c'est la création de la faculté de médecine et de pharmacie. Et donc, voilà. Donc, en fait, les facultés donc, vont regrouper des disciplines, chacune de leur côté. Oui. Et la grande loi qui va tout changer, et on pourra en dire deux mots, c'est la grande loi du 12 novembre 1968 par Edgar Faure, donc que l'on connaît bien dans la région, et qui va être une ministre réponse... de l'Éducation nationale après les événements étudiants et ouvriers de mai-juin 1967. Voilà, et en fait... Le général de Gaulle étant président de la République. Exactement, et cette loi va être une réponse à toutes ces émeutes. Tous ces événements. Voilà. Donc, c'est une grande loi, la loi Edgar Faure. Alors, c'est une grande loi, pourquoi? Parce qu'en fait, on va arrêter le concept des facultés pour faire un seul établissement. Donc, c'est un seul établissement, l'université, avec un président élu. Donc un statut juridique vraiment nouveau. Voilà, en fait c'est ce qui s'appelle les établissements publics à caractère scientifique et culturel. Et ce statut donc a un président élu, et le président est élu au suffrage direct par 3 collèges, les enseignants-chercheurs, les enseignants, les étudiants. Et donc ça, c'est important parce que c'est la première fois que les étudiants vont participer à l'élection. Oui, c'est important. Avant, les doyens étaient élus entre eux par leur père. Oui. Et là, c'est un esprit qui est beaucoup plus démocratique. Oui. Voilà. C'est vrai qu'ils étaient, je me souviens en 1968, les doyens ont été très contestés. Après, on se rappelle l'occupation de la Sorbonne, par exemple, à Paris. C'est vrai que les universités ont souffert à ce moment-là. Je dirais entre guillemets, bien sûr. Alors, les universités souffraient déjà beaucoup. Oui, souffraient déjà beaucoup. Oui. Les étudiants aussi. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que effectivement, les doyens, c'était des vrais mandarins. C'était des gens qui... C'était très paternaliste. Hein, voilà. Et à partir de cette date, il va y avoir vraiment des élections démocratiques, mais c'est très compliqué parce que du coup, les facultés ne vont plus s'appeler facultés, mais vont s'appeler UER, Unité d'enseignement et de recherche. Et ça va pas plaire du tout. Les doyens vont s'appeler directeurs. Ça va pas leur plaire. Et le recteur, ça lui plaît pas forcément non plus parce que au lieu d'avoir finalement sous sa main l'université, il va devenir uniquement chancelier des universités, ce qui est un titre plus honorifique que directif. Directif sur l'université proprement dite. Voilà. Oui. Donc cette loi, c'est vraiment une loi fondamentale. Elle va tout changer. Oui. Et si vous voulez, c'est une transition qui est très très importante. Donc il y a eu 1691, on arrive à Besançon, la fermeture de l'université, la réouverture avec la réorganisation de Napoléon, et là on arrive à un concept totalement différent de l'université. Et, un peu révolutionnaire, j'allais dire. Voilà. Oui. Et les universités aussi vont acquérir une autonomie. Une autonomie aussi par rapport au pouvoir politique. C'est ça. Donc ça c'est très important dans la structuration et dans leur mode de gestion. Et donc en fait ce changement, puisque on est ensemble, va nécessiter la création de services communs. Puisqu'avant, chacun avait son propre service, et là, on va mutualiser les moyens. Donc, on va créer des services de scolarité, on va créer des services de comptabilité financière, on va créer des services du patrimoine qui vont être communs pour l'ensemble des composantes. Et vous savez qu'il y a une résistance énorme. Un petit peu, oui. Chacun essaye de conserver ses acquis. Bien sûr. Et c'est toujours complexe. Ces périodes de changement sont très, très complexes. Oui. Mais l'idée, c'était d'être ensemble à un moment plus fort et
d'ouvrir vers la pluridisciplinarité aussi. Bien sûr. Parce que le fait d'avoir une université, ça suppose qu'on met ensemble nos équipes de recherche et qu'on va s'ouvrir vers l'interdisciplinaire au lieu que les étudiants n'apprennent que les lettres. Après, l'université va mélanger tous ces domaines et c'est ça qui va... Ça va être une forme d'émulation entre tous ces étudiants. Complètement. Oui. C'est moins cloisonné qu'avant 1968. On prend des laboratoires aujourd'hui, comme par exemple la maison des sciences de l'homme et de l'environnement, la MSHE, qui fédère autant des gens de lettres, de chrono-environnement, de médecine, enfin voilà. Et c'est en travaillant ensemble et en croisant les champs scientifiques qu'on va faire émerger et avancer la recherche. C'est une richesse quand même, Maryse Grammer, ce genre de... Alors, c'est une richesse et c'est une difficulté, parce que les gens qui étaient uniquement faculté de médecine, ils avaient moins de difficultés. Mais à partir du moment où on devient pluridisciplinaire, et là, c'est une réelle difficulté de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas été élevés dans la même méthodologie disciplinaire. Tout à fait, dans la conception même. Voilà. Donc en fait, le ministère de l'enseignement supérieur, il n'a pas tellement de pouvoir là-dessus, en quelque sorte, sur la gestion des universités sur la gestion, puisque justement... Ils donnent l'argent, oui. Voilà, c'est eux qui... Le budget. Voilà, et c'est ce qui changera après avec les réformes suivantes, où on va tenter de donner plus d'autonomie, notamment budgétaire, aux universités. Voilà. Oui. Mais avant d'en arriver là, on pourrait peut-être redessiner un petit peu le développement, puisqu'on est à Besançon, et les étudiants, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après 1968, sont de plus en plus nombreux dans les universités. C'est vrai que le nombre d'étudiants a fait que de progresser depuis 1968, d'ailleurs avec le baccalauréat, puisque il y a de plus en plus je crois que le résultat du baccalauréat, c'est plus de 80%, oui, ce qui était peut-être de 50%. C'était justement lorsque Jean-Pierre Chevènement était ministre de l'Éducation nationale. Voilà, il voulait porter à 80% minimum. C'était son souhait. Voilà, c'était ça. Oui. Ça a été atteint. Donc ça s'est répercuté aussi sur l'université, même si des étudiants restaient étaient étudiants inscrits la première année et puis quittaient l'université après. Alors souvent, il y avait quand même des échecs. Des échecs, mais au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il y a que quelques centaines d'étudiants. Oui. Et elle double entre les rentrées de 1969, où par exemple à Besançon, on a 8860 étudiants. Et 1989, où on a 17 044 étudiants. Vous voyez, il y a vraiment des bons terribles. Et donc, que fait l'université? Elle ne peut pas répondre pour absorber ces étudiants. Et en plus, en centralisant à Besançon, il y a des tas d'étudiants de la région qui n'ont pas les moyens de poursuivre dans leurs études supérieures. Donc déjà, on va décentraliser en quelque sorte l'université. Voilà, la première décentralisation, enfin expansion, c'est à Besançon même, puisqu'on va construire un campus à la Boulois. Voilà, à la Boulois. Oui. Donc c'est un nouveau campus qui se construit en 1963-64, mais il faut bien qu'il se construise sans boucher la vue de l'observatoire, donc tout autour de l'observatoire. Donc voilà, c'est encore l'architecte René Tournier. René Tournier, dont on a parlé ici avec et c'était également alors avec les architectes Jouven et Pelouza, qui donc vont construire, et ils construisent en même temps donc des lieux d'enseignement, notamment les bâtiments de propédeutique et métrologie qui existent toujours aujourd'hui et qui viennent d'être rénovés totalement, puisque c'était pas à l'époque la priorité. Voilà. Et donc au milieu, vous avez le restaurant universitaire qui peut déjà accueillir 1000 personnes. Et de l'autre côté, vous avez les installations sportives. Bien sûr. Et vous avez les cités universitaires aussi. Pour loger les étudiants. Voilà, et justement avec une différenciation entre les cités universitaires pour les garçons et pour les filles. Et ce sera une des premières causes des manifestations de 1968. Du 22 mars 1968 à Besançon. À Nanterre aussi, et avec à Besançon, Daniel Cohn-Bendit. Voilà, et à Besançon, pourquoi? Parce que pourquoi en à Besançon fait, les filles ont le droit d'aller dans les cités universitaires des garçons, mais les garçons n'ont pas le droit d'aller dans les cités universitaires des filles. Exactement.
Ça a été le déclenchement des événements mai 68. Ici, à Besançon en particulier. Aussi, voilà. voyez, Et Besançon était quand même une des figures pro aussi de ces événements de 1968. Oui. Un mot quand même sur le Crous, avant de terminer cette émission, si vous permettez, le Crous, oui. Alors, donc le Crous, en fait... est apparu à partir de quelle date? Oui, 1968 peut-être. Oui. Alors, donc, il y avait déjà donc la Cité Canot, qui était une première idée de loger les étudiants sur place, qu'on a vu tout à l'heure et qui a été inaugurée donc par le président Albert Lebrun en 1933. Ensuite, il y a la construction en 1963 du campus de la Baulois avec ses cités universitaires. Et ensuite, il y a une extension aussi au fur et à mesure de l'importance du nombre d'étudiants. Que l'université va se déplacer dans les autres villes. Les cités universitaires qui vont s'appeler ensuite résidences universitaires, ainsi que les lieux de restauration vont s'ouvrir petit à petit en suivant l'expansion de l'université. Merci beaucoup Maryse Graner. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour évoquer justement cette décentralisation de l'Université de Franche-Comté, aussi bien en Haute-Saône, dans le territoire de Belfort ou dans le département du Jura. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chargé de mission, chargé du 600e anniversaire de l'Université de Franche-Comté avec ce très gros ouvrage, Trésor du savoir, 600 ans d'histoire, 1423-2008. 1968. Voilà. 1968. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Merci, au revoir.